Le fait de perdre, mes chers amis, un membre de son corps en lien avec l'exercice de son métier. Préjudice, dommage moral qu'on appelle préjudice d'agrément. Je peux comprendre? Mais il y a aussi ce qu'on appelle le préjudice d'affection. Donc, leur papa a été tué dans les installations de la police. Leur papa a été tué. Les dommages corporels, c'est subi par le papa, n'est-ce pas? Mais les enfants, là, s'ils doivent aller réclamer réparation, ça ne sera pas sur base du dommage corporel, ça ne sera pas sur base du dommage matériel, ça sera sur base du dommage moral qui se forme sous l'angle du préjudice d'affection. Ils ont perdu l'affection paternelle. Donc, quel dommage mais aussi le prétium doloris, le prix de la douleur. Il a été tabassé, mais depuis lors, la douleur ne cesse pas. Il a subi la tête dans son corps, mais il y a cette douleur qui ne cesse de porter. Et il doit voir le médecin 3 mois. À chaque 3 mois, il doit aller voir le médecin. C'est un dommage moral. On appelle ça le prix de la douleur. C'est bon état. Ça c'est fort. Mais depuis que le droit du travail, c'est 10 fois mieux que les obligations. Ne ratez pas ça, s'il vous plaît. Oui. Donc tout est fait pour que à chaque matière, nous puissions toujours aller. Vous êtes là? D'ici des biens. Il y a 3 manières de définir la faute. Il y a 3 manières de définir la faute à la personne. 3 manières de définir la faute en matière civile. 3 manières de définir la faute en matière civile. 2 points, vous pouvez me tirer. La faute, c'est défini d'abord comme la violation d'un texte. On est avec le texte, on n'a pas la constitution. Et comment accuser? Et je vais citer les noms de personnes. La faute est définie d'abord Comme la violation d'un texte. Comme la violation d'un texte. Ça va? Oui. Écrivez. Ainsi, il y a un rapport entre la faute et la faute civile. Il y a un rapport entre la faute pénale et la faute civile. Il y a un rapport entre la faute pénale et la faute civile. Faute pénale et quelle faute? Civile. Toute faute pénale est forcément faute civile. Toute faute pénale est forcément toute faute pénale est forcément civile. Faute pénale est forcément civile. Ça va? Car elle consiste dans la violation de la loi pénale. Quelqu'un me comprend? Oui. Car elle consiste dans la violation de la loi pénale. C'est vraiment un raisonnement. Vous êtes là? La première manière ici, c'est quoi? La faute consiste à la violation d'un texte. Or, la faute pénale signifie la violation de la loi pénale qui est un texte. Donc, la faute pénale est forcément faute civile. C'est clair, n'est-ce pas? La faute civile consiste en la violation d'un texte. C'est comme ça que nous avons défini. Or, la faute pénale signifie la violation de la loi pénale, n'est-ce pas? Donc, la faute pénale est forcément faute civile. C'est avec moi? Mais toute faute civile n'est pas forcément une faute pénale. Toute faute civile n'est pas forcément une faute pénale.
Une faute civile n'est pas forcément une faute pénale. Une faute civile n'est pas forcément une faute pénale. Les partis politiques, à l'intérieur d'une association. Vous êtes là? Oui. Écrivez. La faute civile, c'est défini tous. Mais la faute civile, c'est défini aussi. Comme le fait pour une personne, le fait pour une personne de ne pas se comporter en homme raisonnable. Une personne ne pas se comporter en homme raisonnable. Une personne ne pas se comporter en homme raisonnable. Ne pas se comporter en homme raisonnable. Ah, je vous rappelle qu'en droit, il y a ce que nous appelons le comportement de l'homme raisonnable. C'est qu'on fait en dehors des textes, on se pose la question, l'action posée, est-ce susceptible d'être posée par tout homme raisonnable? Est-ce que je peux comprendre? Je vous ai donné les cas. Comment tu es ici en cours de route? Et puis, enfin, la faute civile, c'est aussi le fait d'abuser de son droit. C'est aussi le fait de commettre un abus de droit. D'aller au-delà du strict nécessaire. D'abuser de son droit. Le fait d'abuser de son droit. Le fait d'abuser de son droit. Le fait d'abuser de son droit. Vous êtes là? Et puis c'est le cas d'un employeur qui inflige au travailleur une sanction disciplinaire non prévue par le code du travail. L'employeur qui inflige au travailleur une sanction disciplinaire non prévue par le code du travail. Ça arrive très souvent dans nos entreprises. Hein? Ouais. Oh non, parce que tu as cassé cet ordinateur, tu dois. Oh, c'est quel type de sanction? C'est prévu par quel code du travail? Pas prévu. Pas prévu, nous opérons la rétention d'une partie de ton salaire en guise de la réparation. Non, c'est interdit. C'est interdit. Pardon? Oui, mais on ne peut pas commencer à retenir dans la rémunération parce qu'il faut chercher d'autres sanctions. Mais c'est la mise à pied susceptible. Peut-être la mise à pied avec privation de la rémunération. La sanction disciplinaire selon la justice. Oui. Parmi la hiérarchie. Non, dans l'esprit de l'article 54, c'est ça. Ou bien. Sinon, si on laisse comme ça les employeurs, les travailleurs seront à la merci de leurs employeurs. Vraiment. Vous êtes là? Vous êtes là? Les dommages, c'est des chiffres forts. Vous voyez qu'il y a un dommage de préjudice. Même si les gens sont
tendance à dire que c'est pareil. Le dommage, c'est défini comme une atteinte subie par une personne dans son corps, dans son patrimoine. Une atteinte subie par une personne. Une atteinte subie par une personne. Par une personne, là, dans son corps, dans son patrimoine. Ça va? Tandis que le préjudice, les préjudices, c'est défini comme étant les conséquences découlant du dommage. C'est défini comme étant les conséquences découlant du dommage. Conséquences découlant du dommage. Est-ce que vous êtes là? Conséquences découlant du dommage. C'est lui, mes chers amis, qui a été percuté alors qu'il traversait le boulevard. Il s'en sort avec une jambe cassée, atteinte subie dans son corps. Est-ce que je peux comprendre? Mais voilà que les médecins lui disent il doit prendre un repos de 6 mois. Pendant 6 mois, il ne sait plus travailler. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oui. Pendant 6 mois, il ne sait plus, mes chers amis, se battre pour apporter la nourriture, pour apporter les frais académiques, scolaires à ses enfants. Le dommage, c'est cette atteinte-là, le fait d'avoir une jambe cassée, mais les préjudices, ce sont les conséquences découlant du dommage. Il ne sait plus payer les frais pour les enfants, il ne sait plus travailler, ainsi de suite. C'est le préjudice. Vous êtes là? Écrivez. Il y a 3 types de dommages. Pour fait personnel, pour fait d'autrui, et la responsabilité pour faire des choses. Pour faire des choses. Voilà. Mais j'aimerais que nous puissions commencer par la responsabilité pour faire des choses. Juste quelques informations. À 12h, juste, nous aurons notre pause, on va finir. Sans courir, on va finir vite. Hein? On aura notre pause même de 30 minutes et puis nous commençons avec le droit du travail. Ça va bien? Hein? Le droit du travail aussi, c'est 10 points. Nous devons décortiquer cela. Vous êtes là? Très bien. Donc, grand point A, responsabilité pour faire des choses. 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 Vous êtes là? Responsabilité pour faire des choses. A1, responsabilité pour faire des bâtiments. J'insiste parce que Matete aime beaucoup cette question. A1, responsabilité pour faire des bâtiments. Responsabilité pour faire des bâtiments. Responsabilité pour faire des bâtiments. Chaque fois que vous abordez une question de responsabilité, la première question, à qui incombe cette responsabilité? C'est clair. Et dans quel cas cette responsabilité opère? Est-ce que vous me saisissez? On dit responsable pour faire des bâtiments. À qui incombe cette responsabilité? Je fais comprendre? Premier tiré. La responsabilité incombe au propriétaire. Ce n'est pas au locataire, même pas à l'usufruitier. La responsabilité incombe au propriétaire du bâtiment. Au propriétaire du bâtiment. Le propriétaire du bâtiment. Ça va? Et non à celui qui en a la garde. Et non à celui qui en a la garde. Donc, l'hypothèse des locataires, je me fais comprendre? On est responsable pour faire des bâtiments. C'est qu'il y a un dommage causé par le fait du bâtiment. On se comprend bien? Ce n'est pas un dommage que les locataires causent au bâtiment.
Parce que si c'est la dégradation du bâtiment par l'effet du locataire, il est tenu par la responsabilité locative. C'est autre chose. Est-ce que vous me saisissez bien? Là, c'est derrière la responsabilité pour fait personnel. Si en tant que locataire, il utilise mal le bâtiment et il y a une détérioration, il sera poursuivi non pas du fait de la responsabilité de bâtiment, mais du fait de la responsabilité pour fait personnel. On doit se mettre d'accord, hein? Il y a une dégradation du bâtiment par le fait du locataire. Les bailleurs s'en plaignent. C'est quel type de responsabilité? Quand on dit responsabilité pour faire des bâtiments, c'est-à-dire les dommages causés à la suite du bâtiment. Permettez-moi l'expression. Quelqu'un, mes chers amis, voit le bâtiment, une partie du bâtiment s'écrouler et causer dommage. Là, c'est par l'effet du bâtiment. On se comprend très bien. Quelqu'un qui se blesse, le portail le blesse. En cherchant à ouvrir le portail comme ça, il est blessé. Malheureusement, c'est un diabétique. Imaginez un peu la conséquence. Est-ce que vous me saisissez? Par le fait du bâtiment. Dommage découlant du bâtiment. Et non dommage causé au bâtiment. Oui, papa. Qui mettent? Ah. Ah. Oui, on peut parler de cette responsabilité sans problème. Parce que pour le bâtiment, il n'y a pas que le bâtiment en tant que maison, mais tous les accessoires nécessaires, attachés. Oui. Chez nous, elle est montée quand quelqu'un était en train de construire, il est monté tellement haut qu'un matin, alors qu'il est de pouvoir, un mur s'est écoulé à partir du troisième niveau. Et le mur est tombé dans la parcelle voisine, sur un monsieur qui dormait, et il est mort sur place. Dans ces cas-là, c'est vrai, vous avez dit la responsabilité, c'est la responsabilité du propriétaire qui est engagé. Mais qu'en est-il de la responsabilité de l'architecte? Non, le propriétaire répond et il a la possibilité de poursuivre l'architecte. Vous comprenez bien? La possibilité de poursuivre l'architecte. Oui. Ah. Moi, je suis chez moi. Dans ce cas-là, vous devez justifier en disant que je lui avais dit que pendant la pluie, on ne construit pas. Vous serez exonéré de votre responsabilité. Effectivement. Ah. Oui. Non, responsabilité civile. C'est prévu, je crois que c'est l'article 459 du Code civil, la responsabilité de l'architecte. Non, s'il y a une mort d'homme, on peut parler de l'homicide involontaire, ainsi de suite. Oui, s'il y a une mort d'homme, ça c'est une autre dimension pénale. Mais nous parlons d'abord du fait de préjudice là, civil. Effectivement. Dans le cas d'un mur mitoyen, la responsabilité, c'est ça partagé. Effectivement. Si le mur mitoyen s'écroule et ça cause préjudice, les deux seront responsables. D'ailleurs, là, on parle d'une action qui est presque une action solidaire. On va voir ça. Je disais quoi? Et non à celui qui en a la garde. Deuxième tiré. Par bâtiment, il faut entendre toute construction en maçonnerie. Toute construction en maçonnerie. Par bâtiment, il faut entendre toute construction en maçonnerie. Je fais comprendre? Ainsi que les accessoires y attachés. Les accessoires y attachés. En d'autres termes, les immeubles par incorporation. Portail, tout ça. Antivol. Vous êtes là avec moi? Les accessoires y attachés. Là, j'aimerais attirer votre attention. Je crois que vous avez posé cette question hier. Si vous avez, par exemple, un portail non encore placé, vous êtes là? Il est dans la parcelle, entreposé
là. Et voilà que les enfants étaient en train de jouer. L'un des enfants du quartier se blesse, alors que le portail n'est pas encore attaché au mur, incorporé, voilà le terme. On se comprend très bien. En pareil cas, il n'y a pas de responsabilité pour faire des bâtiments. Ça sera une responsabilité pour faire des choses inanimées. C'est aussi le cas lorsque vous allez dans une parcelle, vous trouvez qu'il y a encore des briques entreposées. Est-ce que je me fais comprendre? Ou des moellons entreposés. S'il y a dommage par l'effet de cela, ce ne sera pas la responsabilité pour faire des bâtiments, ça sera la responsabilité pour faire des choses. Est-ce que vous me saisissez? Quand on va parler de la responsabilité pour faire des véhicules, s'il y a un dommage causé par un véhicule stationné, est-ce que je me fais comprendre? On ne parlera pas de la responsabilité pour faire des véhicules, responsabilité pour faire des choses inanimées. Vous êtes là avec moi? Ok. Tous les accessoires nécessaires. On peut évoluer. Le tiré suivant. La responsabilité du propriétaire s'envisage dans deux hypothèses. La responsabilité du propriétaire s'envisage dans deux hypothèses. La responsabilité du propriétaire s'envisage dans deux hypothèses. Envisage dans combien d'hypothèses? Deux hypothèses. Ça va? Soit en cas de vice de construction. Soit en cas de vice de construction. Soit en cas de vice de construction. Vice de construction. Soit en cas de défaut d'entretien. Oh non, on a glissé qui kaka na bakaro na ende na bukani. Oh. Tu avais mis quel type de chaussures? Est-ce que tu peux comprendre? Tout le monde passe par là, ne glisse pas, seulement toi. Dans ce cas, le propriétaire va décliner toute responsabilité. Vice de construction ou défaut d'entretien. L'usure du bâtiment ayant entraîné l'écroulement du mur. Là, il y a défaut d'entretien. Vous êtes là avec moi? Écrivez. En cas de dommages découlant du vice de construction, en cas de dommages découlant, la garde donc question doit être une garde indépendante et autonome. La garde doit être une garde indépendante et autonome. Doit être une garde indépendante et autonome. Indépendante et autonome. Ça va? Comme c'est le cas du vétérinaire. On a soumis le chien au vétérinaire. C'est dans le cas de son travail. Il a la garde de manière indépendante. Comme c'est le cas du vétérinaire. Je fais comprendre? Mes amis, la sentinelle ne peut pas être poursuivie. Responsabilité pour faire des animaux ou la sentinelle. Non. Quand il est sorti avec les chiens sans le... Non. Parce que là, il n'a pas la garde de l'animal de manière indépendante. C'est sous un lien de subordination. Oh non, le lion de Kingakati, un lion à Kingakati, il a échappé au contrôle, c'est le propriétaire. Je me fais comprendre. On dit non, mais c'est lui qui était appelé à garder. Il n'a pas la garde de manière autonome. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un travailleur, il est soumis à un lien de subordination. Lui, il va engager sa responsabilité comme travailleur. Nous allons voir dans le droit du travail. On peut considérer cela comme étant une faute lourde, mais la responsabilité par rapport aux dommages causés par l'animal, c'est le propriétaire qui va. Parce que le gardien, là, il doit avoir la garde de manière indépendante et autonome. D'une manière indépendante. Il assure et la garde des animaux et la parcelle. Il sera tenu pour responsable au cas où il y a un dommage causé par l'animal. Il n'est pas soumis par un lien de subordination. Il n'est pas travailleur du propriétaire. Non, s'il est travailleur, en cas de dommage causé par l'animal, on va poursuivre le propriétaire. Maintenant, en tant que travailleur, ça peut être considéré comme une faute dans son chef et ça peut entraîner des conséquences sur le plan du droit du travail. Mais la responsabilité civile incombe au propriétaire parce que la garde donc question, ça doit être une garde indépendante. L'exemple qu'on donne le plus souvent ici, c'est un vétérinaire. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque vous allez avec votre
animal auprès du vétérinaire. Vous le laissez auprès du vétérinaire. Entre vous et le vétérinaire, il n'y a pas de lien de subordination. Est-ce que je me fais comprendre? Le vétérinaire n'est pas le propriétaire de l'animal, mais il a la garde de l'animal. La garde qu'il a, c'est une garde indépendante, une garde autonome, parce qu'il n'est pas soumis à vos ordres. On se comprend très bien. En cas de dommages causés dans cette hypothèse, c'est le vétérinaire qui va engager sa responsabilité. Cette responsabilité est envisagée que l'animal soit sauvage ou non. Même si c'est un chat. Vous êtes là avec moi? Que l'animal soit sauvage ou non, virgule, qu'il soit égaré ou non. Égaré. Ah, surtout les chiens, hein? S'il n'y a pas un suivi, les chiens ont tendance à partir. Oh. Dans les quartiers même, on lui donne un nom. Moi, bah François, il passe partout, il mange tout, n'est-ce pas ça? Qu'il soit égaré ou non. Il est allé, voilà, 1 kilomètre du domicile, il a commis des faits là-bas. La responsabilité va incomber au propriétaire, au gardien. Vous pouvez comprendre? Écrivez, toutefois, l'animal doit avoir agi activement. Ah. Toutefois, l'animal doit être intervenu, voilà, doit être intervenu activement. L'animal doit être intervenu activement. L'animal doit être intervenu activement. C'est très important. Hein? Si simplement en voyant l'animal, la personne panique. Est-ce que tu peux comprendre? Le chien qui avait tué un enfant là. Pardon? Le chien qui avait tué un enfant là. Ah, quand tu dis les chiens qui avaient tué, c'est que les chiens avaient agi activement. Oui. Ah. Même quand il aboie, c'est déjà une action. La responsabilité peut incomber si par le fait d'aboyer, il y a des conséquences qui s'en suivent. Mais ici, on dit, vous pouvez être à Kingakat, les lions vous a même tourné le dos. Vous les voyez de dos, mais vous paniquez, vous tombez, vous vous cassez les bras. Oh non, responsabilité du propriétaire ou de celui qui est dans la garde. Non, 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 non. Pardon? Ah, s'il flippe, il agit activement. C'est clair? Ah. Dans ces cas, vous dites? Bon, tout ça, ce sont des questions de terrain, des questions pratiques, il faut en apporter la preuve. Par exemple, le propriétaire de l'animal ou celui qui est dans la garde, il peut dire que les domestiques puissent. Non, c'est lui qui en avait la garde. Nous, on n'était pas là, c'est les domestiques qui étaient là. On va dire, non, cette garde-là n'est pas une garde autonome, n'est pas une garde indépendante, elle ne peut donner lieu à aucune responsabilité. Il y a des subordinations entre eux. Effectivement. Quand il y a l'affaire, genre, c'est votre ferme, vous avez confié la responsabilité. Mais puisqu'il est votre travailleur, vous restez responsable. Mais entre vous deux, vous allez gérer cela suivant les droits du travail. Vous allez considérer ça comme étant une faute, même une faute lourde. Il y a 3 types de dommages. 3 types de dommages. Ça va? Matériel. 2 points. Premier astérisque. Matériel. Matériel, c'est une atteinte subie dans son patrimoine. Hein? Vous êtes là? Matériel. Atteinte subie dans son patrimoine. Atteinte subie dans son patrimoine. Un véhicule vient percuter le mur de clôture. Voilà que le mur s'écroule. Le propriétaire de la clôture subit quel type de dommage? Matériel, c'est une atteinte subie dans son patrimoine, oui ou non? Oui. Très bien. Corporel. Corporel, atteinte subie dans son corps. Aucun des problèmes. Vous allez provoquer quelqu'un, il vous tabasse. Vous subissez une atteinte dans votre corps. Si vous n'êtes pas fort, prenez la fuite. Effectivement. Même si le droit encourage la riposte avec la légitime défense. En droit, mes chers amis, pénal notamment, la fuite ne peut se concevoir que si on est en présence de son père ou d'un fou. À l'égard de son père, il n'y a pas de légitime défense. Si vous osez réagir, vous serez arrêté, on ne va pas retenir la légitime défense. Telle est l'avis de la majeure partie de la doctrine. Et à l'égard d'une personne démente, d'un fou, en tout cas, faites de votre mieux pour prendre les larges.
Quand une personne qui a une force supérieure. Ah, là aussi c'est un élément. Si vous estimez que la personne a une force supérieure, vous fuyez. Sinon, si vous tentez de ripoter, on va encore vous. On peut évoluer? Oui. Très bien. Atteinte civile dans son Dans son corps, et puis enfin, dommage moral. Dommage moral. Dommage moral. Dommage moral. Ah. Dommage moral qui s'exprime. Qui s'exprime. Qui s'exprime. Soit sous forme de préjudice. Sous forme de préjudice esthétique. Préjudice d'esthétique. D'esthétique. Préjudice d'esthétique. Tu peux comprendre? C'est-à-dire la perte d'un élément de sa beauté. La perte d'un élément de sa beauté. La perte d'un élément de sa beauté. On peut subir un dommage corporel, mais avec des conséquences morales. Est-ce que vous me saisissez? On a connu un accident, on s'est dit, ah, je suis resté vraiment sur la chaise roulante. Le dommage est corporel, la peine subie, mais le préjudice est vraiment moral. Est-ce que vous me saisissez? Préjudice esthétique. Perd un élément de sa beauté. Vous êtes là? Point virgule. Soit un préjudice d'agrément. Un préjudice d'agrément. Soit un préjudice d'agrément. Un préjudice d'agrément. Agrément. Vous pouvez comprendre? C'est-à-dire perdre un membre de son corps, un organe de son corps, nécessaire à l'exercice de sa profession. Nécessaire à l'exercice de sa profession ou de son métier. De sa profession ou de son métier. De sa profession ou de son métier. Vous êtes là? Le cas par exemple de quelqu'un qui joue au piano, un pianiste qui perd par exemple son doigt. Un joueur qui perd sa jambe. Le préjudice là, c'est un préjudice d'agrément. Est-ce que vous me saisissez? Point virgule. Le préjudice d'affection. Le préjudice d'affection. Le préjudice d'affection. Le préjudice d'affection. Vous êtes là? Affection. C'est notamment dans les cas où. C'est notamment dans les cas où. Dans les cas où on perd un parent. On perd un parent victime d'un dommage. Un parent victime d'un dommage. Victime d'un dommage corporel. Il a été assassiné. Il a été tabassé. Ça conduit à sa mort. Ses enfants ont le droit de réclamer. Alors qu'il n'y a pas préjudice matériel à leur égard, il n'y a pas préjudice corporel, mais il y a un préjudice moral qui consiste en un préjudice d'affection. Le cas de chérubin. Ah, le cas de chérubin au Kende, le cas de beaucoup des hommes que nous connaissons. Vous êtes là? Point virgule. Soit le pretium doloris. N'allez pas échouer. Oh non, c'est quoi le pretium doloris? Soit le pretium doloris, le prix de la douleur. Soit le pretium doloris. Pretium. P-R-E-T-U-M. P-R-E-T-I-U-M. P-I-U-M. Pretium. Doloris. Doloris, douleur. Doloris. Pretium doloris. Oui, pretium doloris. C'est-à-dire le prix de la douleur. Le prix de la douleur. Vous savez qu'il y a des gens, à la suite d'un accident quelconque, la douleur ne finit jamais. Et ça les affecte moralement, oui ou non? Ils peuvent être bien à un certain moment,
Quelque temps après, la douleur revient, ça affecte le mental. Ah, je ne me sens vraiment pas bien depuis que j'ai connu tel accident. Ça, on appelle ça dommage moral qui consiste au prix de la douleur. On est là, mes amis? Notez bien pour finir. Notez bien. Notez bien. Pour donner lieu à la réparation, 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 virgule, le dommage doit être certain. Je sais pourquoi j'insiste sur ces petites notions. Le dommage doit être certain, légitime. Ah. Je vous parlais de ces voleurs-là. Ils escaladent des murs. Ils ne savaient pas que c'était déjà un mur présentant des fissures. Et voilà que le mur se couvre sur lui. Il dit, oh, responsabilité pour faire des bâtiments. Ces avocats se présentent, votre honneur, notre client a été victime. On dit, est-ce que c'est un dommage légitime? Comment s'était-il retrouvé là-bas? Heureusement qu'il y a des caméras. On visualise les images, on voit que monsieur était en train d'escalader les murs. À quelle heure? 1 heure. Donc il avait l'intention de voler. Il ne pourra pas recevoir réparation. On va dire que ton dommage n'est pas légitime. On se comprend bien? Le dommage doit être certain, légitime, direct et personnel. Et il s'agit à la base d'un bien. On a dit en matière motive. Dès lors que les parties se mettent d'accord, dès lors que les parties consentent, au jour où les parties marquent leur consentement, quelle est la conséquence de quoi? Il y a transfert de propriété. Et même si P n'a pas encore payé le prix, dès lors que les deux conviennent, il y a quoi? Transfert de propriété. Est-ce que je peux comprendre? Donc, si chacun vous avez un cadeau comme ça, on vous donne la date de la conclusion du contrat, on vous donne la date de la livraison, pensez à ce que je viens de dire. Dès lors que les parties se mettent d'accord, dès lors que les parties se mettent d'accord sur la chose, il y a un transfert de la chose est à charge du bien. La chose est à charge de. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Parce que dès lors que les deux sont mis d'accord, il y a un transfert de propriété. Et le transfert de propriété a amené le transfert de risque. Je suis convaincu de l'inquiétude qui vous anime. Certainement, vous posez la question, mais comment payer la encore une chaîne? Maintenant, on dit que c'est vécu qui à sa charge. Pensez, mes chers amis, au principe de la police et des obligations réciproques. On a vu ces principes d'espace. Vous avez vu? Si une partie ne sait pas exécuter son engagement, jusqu'à un cas pour une force majeure, la partie est libérée. Mais notre partie également sera libérée, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est décidé? C'est pas ou pas? On est là pour passer. Et donc, si le mec avait déjà remis les limites, et que les véhicules fait par le même, je peux te dire, il y a des gens qui ont fait on se comprend très bien. Ça fait une charge humaine. Le mec ne doit pas exiger des exigences, mais il peut au moins exiger le remboursement de ces délais en vertu du principe de la possibilité des obligations réciproques. Vous maîtrisez bien? Mais attention, le principe dit que le transfert de propriété puisse entraîner le transfert de risque. Ce n'est pas l'application absolue. Et le principe dit que le transfert de propriété ait lieu le jour où les parties se mettent d'accord. Est-ce que tu comprends? Le jour où les parties consentent, ces principes n'ont pas d'application absolue. Les parties peuvent remettre en
Les parties peuvent convenir que les transferts de propriété auraient lieu le jour de la livraison. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes avec moi? Oui. Si les parties conviennent que les transferts de propriété auraient lieu le jour de la livraison, c'est donc une exception. On va dire qu'il veut que les transferts de propriété aient lieu le jour où les parties se mettent d'accord. Est-ce que je peux te dire? En matière de choses des genres, vous avez des choses des genres, des choses de sujet, vous avez des général, non, mais ces choses des genres, en matière de choses des genres, le transfert des propriétés des le jour des individualisations. On a parlé, vous vous souvenez de ça? Mais ici, on doit livrer les secteurs classés. Les secteurs classés se trouvent dans les 300 classés qui sont dans le camion. Est-ce que je peux comprendre qu'il n'y a pas encore transfert de propriété entre la brasserie et les financiers du dépôt? Non, mesdames. On se comprend très bien. Si on n'a pas encore individualisé que la chose périt, ça va périr à chaque débiteur. La brasserie, respect du débito. On doit arriver avec, on met les 500 classés de côté. On les individualise. Ah, là, ça sera maintenant sous la responsabilité. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Oui. Et nous sommes à la fin. C'est une belle façon de finir l'année. En partageant avec vous la science, n'est-ce pas? Et une belle façon d'entamer l'année 2026. Ah. On doit, le 24 décembre 2025, virgule, A et B conviennent de la vente du véhicule. A et B conviennent de la vente du véhicule. Ils s'entendent. A et B conviennent de la vente du véhicule. Vous êtes là? De la vente du véhicule au prix de 10 000 $. A et B conviennent de la vente du véhicule au prix de 10 000 $. La vente du véhicule au prix de 10 000 $. Je me fais comprendre? Donc, on considère que A, c'est le vendeur, B, c'est l'acheteur. Hein? Ça va? Oui. Écrivez. Dès ces jours, dès les 24, je me fais comprendre, dès ces jours, virgule, le véhicule est censé appartenir à B. Dès ces jours, le véhicule est censé appartenir à B. C'est ça l'idée. Dès l'accord de volonté, il y a transfert de propriété. Dès ces jours, le véhicule est censé appartenir à qui? À B. Virgule, même s'il ne lui est pas encore livré. J'espère qu'on se comprend bien. Même s'il ne lui est pas encore livré. Et même s'il n'a pas encore payé le prix. Même s'il ne lui est pas encore livré. Et même s'il n'a pas encore payé le prix. Même s'il il ne lui est pas encore livré. Et même s'il n'a pas encore payé le prix. Et même s'il n'a pas encore payé le prix. On se met d'accord? Le transfert de propriété a lieu de l'accord de volonté en matière mobilière. Est-ce que vous me saisissez? De l'accord de volonté, il y a transfert de propriété. Point. Écrivez toutefois, virgule, ce principe, ça va, du transfert de propriété dès l'accord de volonté n'est pas d'application absolue. Ce principe, lequel? Le principe du transfert de propriété dès l'accord de volonté. Dès l'accord de volonté, soit en matière mobilière, hein, il ne faut pas oublier, hein. Transfert de propriété dès l'accord de volonté n'est pas d'application absolue. N'est pas d'application absolue. N'est pas d'application absolue. Vous êtes là? N'est pas d'application absolue. Ah. Il y a des exceptions. Oh non, le transfert de propriété a lieu le jour de l'accord de volonté. C'est le principe. Mais à ce principe, il y a des exceptions. Est-ce que je me fais comprendre? Première exception,
Première exception. Les parties peuvent convenir. Les parties peuvent convenir. Les parties peuvent convenir. Les parties peuvent convenir que le transfert des propriétés aura lieu le jour de la livraison. Moi, j'ai toujours trouvé ça très sage. Et si vous accompagnez un client dans ce sens, n'hésitez pas d'insérer une telle clause. Ça va? Les parties peuvent convenir que le transfert de propriété aura lieu le jour de la livraison. Aura lieu le jour de la livraison. Votre attention. Si vous prenez l'exemple là, les parties ont marqué leur accord quand? Le 24 décembre 2025. Et quand est-ce qu'on a prévu livrer la chose? Revenons. Allons de cet exemple, revenons sur ce que nous sommes en train de dire. Le principe, c'est que dès qu'il y a accord de volonté, dès le 24 là, le véhicule est censé appartenir à qui? À B. Dès qu'il y a accord de volonté, il y a transfert de propriété à matière immobilière. Même si la chose n'est pas encore livrée, même si le prix n'est pas encore payé. On se comprend bien? Mais est-ce que ce principe est d'application absolue? Il peut y avoir des exceptions. Première exception, les parties elles-mêmes peuvent déjà convenir. C'est vrai, nous nous convenons. C'est vrai, nous marquons l'accord. Mais nous écrivons là que les transferts de propriété n'aura lieu que le jour de la livraison. C'est le jour où vous viendrez me livrer que je vais me considérer comme propriétaire de la chose. Ça va? Ou on peut dire le jour où le prix sera payé en interdit. Ça peut arriver. On se comprend bien? On se comprend? Oui. Deuxième exception. À propos des choses du genre. À propos des choses de genre. À propos des choses de genre. Des choses de série. Des biens fongibles. À propos des choses de genre. À propos des choses de genre. Vous êtes là? Virgule. Le transfert de propriété. Le transfert de propriété. Transfert de propriété. Ça va? N'a pas lieu dès l'accord de volonté. Le transfert de propriété n'a pas lieu dès l'accord de volonté. Le transfert de propriété n'a pas lieu dès l'accord de volonté. Vous êtes là? Dès l'accord de volonté. Mais plutôt, le jour où il y aura individualisation. Individualisation. Ça va? De la chose ou de la quantité achetée. Individualisation de la chose ou de la quantité. De la chose ou de la quantité achetée. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? C'est-à-dire, si par exemple, mes chers amis, vous allez acheter des sacs de ciment, vous pouvez même donner de l'argent pour obtenir 200 sacs. Mais les 200 sacs doivent être tirés d'où? D'un dépôt où il y a 1000 sacs. Il n'y a pas encore transfert de propriété parce que vous avez payé. Il n'y a pas encore transfert de propriété parce qu'il y a un accord. Le transfert de propriété aura lieu le jour où on va prendre les 200 sacs et les mettre de côté. On dit les 200 sacs ici, c'est pour M. Élisée. On se comprend bien? Très bien. Écrivez, le transfert de propriété entraîne le transfert de risque. Donc, conséquence, nous allons maintenant à la ligne. Les transferts de propriété entraînent quoi? Les transferts de risque. Les transferts de propriété entraînent les transferts de risque. Les transferts de propriété entraînent... Moi, Mamia, à nous revoir le 26. Hein? Les transferts de propriété
Les transferts de propriété entraînent quoi? Transfert de risque. Les transferts des risques. Ça va? La chose périt à charge Débiteur. du maître, du créancier. Domino, n'est-ce pas? La chose périt à charge du maître. Transfère la propriété, on transfère aussi les risques. La chose périt à charge du maître. Vous êtes là, mes amis? Donc, si le véhicule là connaît un incendie, on va dire que la chose périt à charge de qui? De B. On se comprend bien? On se comprend, hein? Oui. Vous êtes là? Respérite domino. Sauf si A a déjà été mis en demeure. Est-ce que je me fais comprendre? S'il a déjà été mis en demeure, même si la chose venait à périr par cas fortuit, cas de force majeure, c'est lui qui en sera responsable. Est-ce que je me fais comprendre? Et s'il a déjà été mis en demeure, respérite débitori. Est-ce que vous me saisissez bien? Est-ce que vous êtes là? Les transferts de propriété entraînent quoi? Transfert de risque. Maintenant, si nous devons revenir à nos deux exceptions, en matière de choses de genre, tant que la quotité n'a pas été individualisée, qui supporte les risques? Le maître ou le débiteur? Les débiteurs. Respérite débitori. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si les deux parties conviennent que le transfert de propriété aura lieu le jour de la livraison, la chose périt avant la livraison, ça va périr à charge du maître ou du débiteur? Du débiteur. Respérite débitori. Est-ce que vous me saisissez? Oui. Donc le débiteur reste responsable, s'il a été mis en demeure. Même si la chose périt par cas fortuit ou cas de force majeure, la chose va périr à ses risques. Respérite débitori. Des deux, si les parties se sont convenues que le transfert de propriété aura lieu le jour de la livraison et que les risques arrivent avant la livraison, la chose va périr à charge du débiteur. Est-ce que je me fais comprendre? Troisièmement, s'il s'agit de choses de genre et que ces choses-là périssent avant d'être individualisées, c'est toujours à charge du débiteur. À Matete, on aime beaucoup cet exemple-là, surtout en matière de livraison. On dit non, on était en train de vouloir livrer. Arrivé en cours de route, un incendie s'éclate. Je fais comprendre, les 50 casiers se trouvant parmi les 400 casiers sont calcinés. À qui incombera la responsabilité? Pensez aux choses des gens, n'est-ce pas? Tant qu'elles ne sont pas encore individualisées, la responsabilité incombe à qui? Au débiteur. Respérite débitori. Mais si on arrive on les fait descendre, est-ce que je me fais comprendre? Du camion. C'est-à-dire on les individualise. Et si par mégarde, il y a un autre véhicule qui arrive et qui heurte les 50 casiers, puisqu'on les avait déjà individualisés, c'est qu'en réalité, il y a déjà transfert de propriété, et le transfert de propriété entraînait le transfert de risque. Respérite domino. Ça va? De céder la totalité de sa rémunération avant d'en avoir la possession. De céder la totalité de sa rémunération avant d'en avoir la possession. La totalité de sa rémunération avant de faire quoi? En avoir la possession. Il faut dire que dès qu'il en a la possession, il est libre de faire tout ce qu'il veut de son. Est-ce que je peux comprendre? Il a la bouche avant d'en avoir la possession. Écrivez. Il peut céder. Il peut céder. Le 1/5 du traitement de base. Le 1/5 du traitement de base. Le 1/5 du traitement de base. Vous êtes là? Et les 1/3 des autres éléments. La saisie et la cession obéissent aux mêmes proportions. On se comprend bien? 1/5. Ouais? Oui. Article 109 à 114, tout ce que nous sommes en train de dire. Protection de la rémunération. Hein? Vous êtes là? Je disais quoi?
La saisie et la saisie. Un cinquième du traitement de base et un tiers des autres éléments. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Et donc c'est pour dire que s'il a la rémunération, il peut en faire tout ce qu'il veut. Oui, papa. Ah, très bien, très bien. Très bonne question. Quid alors s'il y a une pension alimentaire à laquelle les travailleurs étaient condamnés? Je me fais comprendre? Et je vais exceptionnellement, je me fais comprendre? Non, point. Maintenant, exceptionnellement, virgule, en cas de condamnation du travailleur au paiement d'une pension alimentaire, en cas de condamnation du travailleur au paiement d'une pension alimentaire, en cas de condamnation du travailleur au paiement d'une pension alimentaire, condamnation du travailleur au paiement d'une pension alimentaire, vous êtes là? Alimentaire, virgule, il est possible qu'il soit privé, portion prévue. Il est possible qu'il soit privé de sa rémunération au-delà des proportions prévues. La raison est simple. Au-delà des proportions prévues. Là, il n'est plus question de 1/5 et de 1/3. Est-ce que vous me saisissez? Au-delà des proportions prévues. Au-delà des proportions prévues. Nous avons dit quoi? La rémunération a un caractère alimentaire. C'est qu'en réalité, la rémunération doit servir aux besoins d'aliments, oui ou non? C'est pourquoi on interdit la saisie de la rémunération en totalité ou la cession en totalité. Mais il est condamné au paiement de la pension alimentaire. C'est un homme qui ne s'occupe plus de ses enfants. Il a été, je ne sais pas, dérouté par une autre... il ne s'occupe pas de ses enfants et la femme va en justice, tribunal pour enfants, la femme obtient un jugement de condamnation. Le mari obtient 5 000, la pension alimentaire est fixée à 3 000. Est-ce que vous me saisissez? 5 000, la pension alimentaire est fixée à combien? 3 000. Donc le mari, quand il va toucher, c'est 2 000. La femme passe pour qu'on lui donne 3 000. Est-ce qu'en droit du travail, ça se justifie? Oui, c'est une exception, tout ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Parce que la rémunération a un caractère alimentaire. Les 3 000 là de condamnation à la pension alimentaire sont supposés servir aussi aux besoins d'aliments. Est-ce que je me fais saisir? Dans cette hypothèse, il n'y a pas de violation de la loi. Pardon? De quoi? Article 109 à 114 et c'est complété par beaucoup d'autres articles du Code de la famille. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi? La protection de la rémunération. Quel est le fondement de la protection de la rémunération? Le caractère alimentaire. Et la rémunération est protégée vis-à-vis des créanciers de l'employeur, vis-à-vis de l'employeur lui-même, vis-à-vis des créanciers du travailleur et vis-à-vis du travailleur lui-même. Les créanciers de l'employeur sont soumis à 2 mécanismes, le privilège et le super privilège. Il leur est interdit de procéder à la saisie des sommes que l'employeur met de côté aux fins du paiement de la rémunération. Interdiction formelle. Privilège. Le super privilège est envisagé lorsque l'entreprise est en liquidation et que parmi ces créanciers, il y a les travailleurs qui viennent réclamer leur rémunération. S'il faut, mes chers amis, récupérer les biens de l'entreprise, les vendre, réunir une somme pour désintéresser les créanciers, les premiers créanciers à être désintéressés, ce sont les travailleurs. Ils ont un super privilège. Dans ces cas-là, mes chers amis, leur super privilège, mes chers amis, c'est même à l'égard de l'administration fiscale, de l'administration douanière. Je vous ai dit que c'est une exception par rapport à ce que les droits de sûreté nous offrent comme principe. En temps normal, les travailleurs ne bénéficient pas du premier rang en matière de privilèges.
Est-ce que je peux comprendre? Mais en cas de liquidation, on fait maintenant recours à ce que dit le code du travail. C'est donc une législation spéciale qui déroge à la législation générale. L'ex spéciale généralibus dérogans. À l'égard de l'employeur lui-même, il n'est pas question de retenir la rémunération sous forme d'amende ou de dommages et intérêts que l'on veut infliger au travailleur parce qu'on dit que ce dernier a commis une faute quelconque dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Est-ce que je me fais comprendre? Les retenues légales sont connues. Nous les avons même énumérées. Cotisation syndicale, CNTS, ainsi de suite. Et on peut procéder à des retenues spécifiques en vertu des articles 52 et 114 du Code du travail. Il lui est remis un outil de travail. Cet outil peut être détérioré normalement ou anormalement par son fait. Et si c'est détérioré anormalement, il doit donc réparer. Est-ce que je peux comprendre? Mais l'argent de la réparation doit venir de son patrimoine. Pour l'aider à réparer facilement, les parties peuvent convenir qu'à chaque fois qu'il doit être payé, on retient à la source, on met cela de côté, dans le cas d'un compte indisponible, de sorte que le jour où il y aura détérioration de la chose, on puisse se référer à ce compte pour réparer la détérioration.